Bela Lugosi. Bela Lugosi était tellement obsédé par son rôle de vampire qu'il a commencé à collectionner tous les artefacts liés, y compris les capes, les crocs, les accessoires et les objets occultes, brouillant la ligne entre son personnage à l'écran et sa fascination personnelle pour le macabre. Son pièce la plus emblématique était la cape noire, en laine de 9 pieds et 6 livres qu'il portait dans le film de 1931, Dracula, qui est ensuite devenu l'un des souvenirs les plus précieux d'Hollywood, finalement donné au musée de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Mais l'obsession de Lugosi allait bien au-delà des costumes. Il amassa un trésor de crocs de vampires, des répliques de ses dents à l'écran, et même des accessoires comme la bague de Dracula et le médaillon du comte Dracula de ses films. Ce qui rendait sa collection inquiétante, c'était son mélange de performances et de rituels personnels. Il est rapporté que Lugosi a insisté pour être enterré dans une de ses capes de Dracula, une demande honorée après sa mort en 1956. Sa fascination pour l'occulte s'étendait à des artefacts prétendument hantés, y compris un miroir supposément utilisé dans des rituels, que certains affirmaient être maudits. Cette fixation n'était pas de simples effets théâtraux. Elle reflétait un homme qui voyait son personnage de vampire comme une extension de son identité. Comme l'a noté le biographe Robert Kremer, la vie de Lugosi était marquée par une voix hypnotique, un regard envoûtant et une présence imposante qui faisait de lui l'incarnation du comte Dracula, tant à l'écran qu'en dehors. Pour Lugosi, ces artefacts étaient plus que des reliques. Ils étaient un pont entre ses rôles légendaires et une vie imprégnée de macabre. Sa collection assurait que même dans la mort, il restait éternellement lié au monde sombre qui l'avait animé. Deuxièmement, Buster Keaton. Buster Keaton, le maestro impassible du cinéma muet, était plus qu'un simple comédien. Il était aussi un bricoleur, un inventeur et un magicien du cinéma, dont le génie portait autant sur la mécanique que sur le rire. Son obsession pour les gadgets et dispositifs mécaniques, des caméras et projecteurs anciens aux horloges complexes et automates, est devenue le moteur même de son art, le transformant en l'un des cinéastes les plus innovants de son époque. La fascination de Keaton pour la machinerie a commencé tôt. Ayant grandi dans une famille de vaudeville, il a appris à voir le monde comme un terrain de jeu de la physique. En tant que cinéaste, il collectionnait des caméras et des projecteurs vintage, les modifiant souvent lui-même pour obtenir des effets qui semblaient impossibles. Dans Sherlock Jr., il a célèbrement assemblé des séquences oniriques où personnages et objets se transformaient les uns en les autres, une technique qui nécessitait un montage minutieux à la main et une profonde compréhension des propriétés physiques du film. Mais sa collection allait au-delà des outils du métier. Keaton était captivé par les jouets mécaniques et les automates. Ses personnages, comme le héros maladroit de The General, se déplaçaient avec la même précision, presque robotique, que ses gadgets adorés. Dans une scène emblématique, Keaton se tient en équilibre à l'avant d'un train en marche, son corps rigide comme un métronome, défiant à la fois le danger et la physique. La cascade n'était pas seulement audacieuse. Même ses échecs sont devenus des chefs-d'œuvre. Pendant le tournage de Steamboat Bill Jr., un mur en train de s'effondrer l'a raté de justesse, un moment qu'il a décrit plus tard comme « la chose la plus drôle que j'ai jamais vue ». Les images ont été intégrées au film, devenant l'un de ses gags les plus célèbres. Les gadgets de Keaton étaient plus que de simples accessoires. Ils étaient des extensions de son esprit. À l'époque, avant les CGI, il utilisait des horloges pour chorégraphier des gags visuels, des projecteurs pour inventer des séquences de rêves, et des caméras pour déformer la réalité. Lorsque le son est arrivé et que les studios l'ont rejeté comme une relique, il a continué à bricoler, inspirant finalement des générations de cinéastes qui voyaient le cinéma non pas comme un simple médium, mais comme une machine à maîtriser. 3. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, la légende du cinéma muet, était non seulement un cinéaste pionnier, mais aussi un conservateur minutieux de son propre héritage. Il collectionnait obsessionnellement des souvenirs de cinéma, y compris des costumes, des accessoires, du matériel promotionnel et des lettres de fans, qui servaient de témoignages tangibles de son
Parmi ses possessions les plus emblématiques figuraient les costumes et accessoires de ses films, tels que le chapeau melon, la canne et les chaussures surdimensionnées qui définissaient son personnage, Charlot. Ces objets n'étaient pas de simples reliques, mais faisaient partie intégrante de son expression artistique, symbolisant son impact durable sur l'industrie cinématographique. La collection de matériel promotionnel de Chaplin, tels que des affiches et des cartes de foyer, démontre la portée mondiale de son travail, soulignant son statut d'icône internationale. Ses lettres de fans venant du monde entier reflétaient le lien profond qu'il avait noué avec le public, offrant un aperçu de l'importance culturelle de ses films. En préservant ces artefacts, Chaplin a veillé à ce que son héritage soit retenu non seulement à travers ses films, mais aussi à travers les éléments tangibles de son processus créatif. Sa curation méticuleuse témoigne de son génie et de son influence durable sur le cinéma. 4. Clark Gable, l'évasion en plein air. Clark Gable, l'icône robuste de l'âge d'or d'Hollywood, trouvait du réconfort dans le sauvage. Au-delà de ses rôles dans Autant en emporte le vent et New York-Miami, Gable était un passionné de plein air, amassant une collection de matériel de pêche personnalisé et d'équipements de chasse qui reflétait son évasion du glamour de Tinseltown. Son arsenal comprenait des cannes à pêche, fabriquées à la main, des moulinets de précision et des leurres conçus pour des prises spécifiques, chaque pièce étant un témoignage de sa passion méticuleuse. Il se retirait souvent dans des rivières et des forêts reculées, où la solitude de la nature contrastait fortement avec sa personnalité publique. Les amis se souvenaient de sa joie tranquille à partager des histoires de pêche, un aspect de sa personnalité qu'on ne voyait pas dans ses rôles à l'écran. L'équipement de Gable n'était pas qu'un sport. Il symbolisait une rébellion contre l'artifice d'Hollywood, l'ancrant dans l'authenticité. Sa collection, exposée chez lui comme des trophées, servait de rappel silencieux d'une vie vécue brute et improvisée. Après sa mort, ces objets sont devenus des reliques d'une star qui préférait l'appel de la nature au rugissement de la foule. 5. David Bowie, l'archive de l'alchimiste. David Bowie, le caméléon du rock, collectionnait l'art et les artefacts aussi fervemment qu'il se réinventait. Son domaine, révélé à titre posthume, était un kaléidoscope de peintures avant-gardistes de Basquiat et Hirst, des costumes éclectiques allant des spandex de Ziggy Stardust aux costumes sur mesure du Thin White Duke, et une bibliothèque de vinyles couvrant le jazz, le krautrock et l'électronica. La collection d'art de Bowie reflétait son génie pour mêler les genres, tandis que ses costumes documentaient ses personnages changeants. La combinaison des années 1970 d'Aladin Sane et le masque d'un autre monde de Labyrinthe étaient plus que des tenues. Ils étaient une armure pour ses métamorphoses artistiques. Sa collection de disques, supposée contenir plus de 100 000 albums, alimentait ses explorations sonores, révélant un esprit sans cesse en quête de nouvelles frontières. Les archives de Bowie n'étaient pas de simples possessions. Elles étaient un archive vivant de sa créativité incessante, une carte d'un esprit qui refusait les limites. Comme l'a noté un conservateur, sa collection était un miroir de son âme, curieuse, audacieuse et en perpétuelle évolution. 6. Elizabeth Taylor, des bijoux comme armure. La collection de bijoux d'Elizabeth Taylor était légendaire, un témoignage éclatant de son pouvoir et de sa résilience. Parmi ses trésors se trouvait le diamant Krupp de 33,19 carats, renommé le diamant Elizabeth Taylor, et le diamant Taylor Burton de 69,42 carats, deux symboles de ses amours tumultueuses et de son esprit indomptable. Pour Taylor, les bijoux étaient plus que des ornements. Ils étaient une armure. « Ce sont ma couverture de sécurité », a-t-elle dit un jour. Chaque pièce, du collier d'émeraude offert par Richard Burton à la broche en diamant de Mike Todd, racontait une histoire de passion, de perte et de renaissance. Sa collection, mise aux enchères en 2011 pour 116 millions de dollars, est devenue un spectacle mondial, confirmant son héritage en tant que collectionneuse d'un goût inégalé. Pourtant, au-delà du glamour, ces bijoux étaient un bouclier, une manière de reprendre le contrôle dans une vie scrutée par le public. En vieillissant, les diamants restaient, témoins silencieux, audacieusement.
7. Elvis Presley, le Graal du roi. Le Graceland d'Elvis Presley était un sanctuaire de son règne culturel, rempli de guitares, de combinaisons et de souvenirs qui retraçaient son ascension de garçon du Mississippi à icône mondiale. Sa collection comprenait la Gibson ES 295 de 1954, sa première guitare professionnelle, et la combinaison blanche emblématique de ses performances des années 1970. Mais Elvis amassait plus que des instruments. Il collectionnait des voitures d'époque, des disques d'or et des objets personnels insolites comme ses ceintures de karaté sur mesure et un insigne de la brigade, des stupéfiants. Ces artefacts, exposés dans le musée de Graceland, révèlent un homme profondément ancré dans l'histoire de la musique, mais hanté par la célébrité. Ses guitares, jouées dans d'innombrables succès de Hound Dog à Suspicious Minds, étaient des outils de révolution, tandis que ses combinaisons, ornées de strass, sont devenues des symboles de sa personnalité flamboyante. Même après sa mort, la collection d'Elvis perdure, un lieu de pèlerinage pour les fans, en quête d'une part de l'héritage durable du King. 8. Errol Flynn, épée, dague et l'excitation de l'aventure. Errol Flynn, le séducteur intrépide de Capitaine Blood et Robin des Bois, a apporté son audace à l'écran dans la vie réelle à travers une collection d'armes exotiques qui reflétait son âme aventureuse. Son arsenal comprenait des épées antiques, des poignards ornés, des pistolets de duel et des armes à feu, chaque pièce étant une relique de sa personnalité plus grande que nature. La fascination de Flynn pour ses outils de combat n'était pas simplement de l'affichage. Il les utilisait souvent comme accessoires dans ses films, brouillant la ligne entre acteur et aventurier. Chez lui, il organisait des fêtes somptueuses où il mettait en scène des duels simulés, transformant son salon en scène pour ses spectacles de capes et d'épées. Des amis se rappelaient de sa fierté pour une rapière du XVIIe siècle et un ensemble de pistolets de duel qui auraient appartenu à un noble français. Pour Flynn, ces armes étaient plus que des trophées. Elles étaient des extensions de son identité, un lien tangible avec les rôles audacieux qui ont défini son héritage. Même dans la mort, sa collection murmurait les récits d'un homme qui vivait aussi intensément, hors écran que devant. 9. Glenn Ford, l'archiviste d'une vie vécue. Glenn Ford, l'étoile discrète de Gilda et de Blackboard Jungle, nourrissait une obsession secrète pour préserver chaque facette de son existence. Pendant plus de 70 ans, il a méticuleusement documenté sa vie dans des journaux quotidiens, consignant ses repas, ses pensées et même ses peurs les plus intimes. Sa collection comprenait des souvenirs personnels, des dents de lait, des mèches de cheveux et des lettres de fans rangées dans des boîtes étiquetées. Les plus troublants étaient ces centaines de conversations téléphoniques enregistrées en secret, y compris des discussions avec Richard Nixon, révélant un homme déterminé à contrôler son récit. Après sa mort, 2 camions ont été nécessaires pour emporter son archive, un témoignage impressionnant de sa compulsion. Les journaux de Ford, remplis de réflexions sur l'âge d'or d'Hollywood, dressèrent le portrait d'un homme hanté par le passé, mais désespéré de façonner son héritage. Comme l'a noté un biographe, il collectionnait les souvenirs comme d'autres collectionnent les timbres, méticuleusement, obsessionnellement et avec une peur d'être oublié. 10. Greta Garbo, un monde privé en peinture et en bois. Greta Garbo, l'étoile énigmatique de Grand Hôtel, cachait une passion pour l'art et les antiquités derrière sa personnalité recluse. Son appartement à New York était un sanctuaire de chefs-d'œuvre européens, de peintures de la Renaissance, de sculptures baroques et de meubles français du XVIIIe siècle, tous acquis avec la précision d'un conservateur. La collection de Garbo, révélée aux enchères après sa mort, comprenait des notes manuscrites détaillant la provenance de chaque pièce, reflétant sa profonde révérence pour l'histoire. Pourtant, elle gardait ses trésors cachés des visiteurs, permettant seulement quelques aperçus de son esthétique raffinée. Une nature morte flamande du XVIIe siècle était accrochée dans sa chambre, tandis qu'une rare commode Louis XVI ancrait son salon. Pour Garbo, ces artefacts étaient plus que de la décoration. C'était un refuge loin du regard du public, un témoignage silencieux de son intellect et de son goût. Comme l'a dit un admirateur, son art, l'armure,
un monde qu'elle contrôlait contrairement au chaos de la célébrité. 11. James Stewart, Rêve céleste, en miniature. James Stewart, le héros ordinaire de la vie est belle, trouvait du réconfort dans les cieux grâce à une obsession de longue date pour l'aviation. Sa collection de modèles réduits d'avions, méticuleusement fabriqués et peints, comprenait des répliques de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale qu'il avait pilotés jusqu'à des conceptions personnalisées rares. Chaque modèle était un travail d'amour, assemblé par Stewart lui-même pendant des heures tranquilles, un rituel méditatif le reliant à son service en temps de guerre. Parmi ses trésors se trouvait un B-24 Liberator, identique à celui qu'il a piloté au combat, et un élégant P-50 et un Mustang, dont les ailes étaient ornées d'insignes d'escadron. Exposées chez lui, les maquettes devenaient un sujet de conversation. Pourtant, Stewart parlait rarement de ses années de guerre. Pour lui, la collection était un hommage privé au sacrifice et à la camaraderie, un rappel des cieux qu'il avait à la fois hanté et guéri. Comme sa fille s'en souvenait, il trouvait la paix dans ses maquettes, une façon d'honorer le passé sans en être consumé. 12. L'élégance de Gene Tierney, en verre. Dans une loge ornée de velours et de lumière, une collection de flacons de parfums scintillait comme des bijoux, chacun témoignant d'une actrice dont la grâce transcendait l'écran. June Tierney, l'étoile éthérée de Laura, trouvait la beauté dans les plus petits détails, amassant des flacons en verre rares, anciens et faits à la main, qui reflétaient sa propre sophistication. Parmi ses préférés figuraient des pièces soufflées à la main et ornées de bohème, des flacons finement gravés par des artisans parisiens, et une bouteille en verre vénitien en forme de cygne, ses ailes gravées d'or. Tierney exposait ses trésors, non pas comme de simples accessoires, mais comme des sources de inspiration. Leurs courbes délicates et leurs teintes chatoyantes évoquant l'élégance qu'elle apportait à des rôles comme l'énigmatique Phyllis Dietrichson dans Leave Her to Heaven. Des amis se souvenaient de sa fierté discrète pour une flasque baccarat du XIXe siècle, ses facettes capturant la lumière comme un prisme, et un orgue à parfum miniature qu'elle utilisait pour mélanger des senteurs. Pour Tierney, ces flacons étaient plus que des parfums. C'était de l'art portable, une galerie privée de savoir-faire qui reflétait sa conviction que la beauté réside dans les détails. Même à l'âge d'or d'Hollywood, caractérisé par l'excès, sa collection se distinguait comme un symbole de goût raffiné, un rappel que la vraie élégance réside dans la subtilité. 13. La quête de perfection de Joan Crawford. Derrière la façade polie du glamour hollywoodien se cachait un monde de désinfectants à usage industriel, de brosses spécialisées et de feuilles de calcul répertoriant chaque vêtement. Joan Crawford, l'icône au point de fer de Mildred Pierce, a canalisé son obsession du contrôle en un arsenal de produits de nettoyage sur mesure et une garde-robe cataloguée avec une précision militaire. Sa maison était un sanctuaire stérile, les sols frottés jusqu'à briller comme un miroir, les surfaces scintillant sous des lumières cruelles. Crawford ne déléguait pas. Elle maniait une serpillière comme une baguette de chef d'orchestre. Ses rituels de nettoyage, une forme de thérapie. Son placard, quant à lui, était une forteresse d'ordre. Robe d'Adriane, fourrure de Bergdorf Goodman et chaussures alignées par hauteur de talon. Chaque article consigné dans un registre, détaillant le tissu, la couleur et l'occasion. La propreté est proche de la piété, dit-elle un jour, mais son obsession allait plus loin. Dans une industrie chaotique qui dévorait les femmes, sa maniaquerie de l'ordre était un bouclier, une façon de reprendre le pouvoir dans un monde qui l'objectivait. Même son maquillage était appliqué avec une exactitude clinique, un masque de perfection cachant les fissures. 14. Le temple du grotesque de Marilyn Manson. Dans un manoir de Los Angeles entouré d'ombre, l'air chargé d'encens et de décomposition, la collection de Marilyn Manson pulsait comme un cœur sombre. Des créatures taxidermisées, des hiboux aux yeux creux, des serpents enroulés dans des bocaux en verre tapissaient les murs, leur immobilité rompue par le scintillement de bougies noires. Des objets occultes, d'un grimoire du XVIIe siècle à un pendentif pentagramme en argent, partageaient l'espace avec pas Manson sans relation,
et une figure de cire grandeur nature de Charles Bukowski. La fascination de Manson pour le macabre n'était pas simplement théâtrale. C'était un manifeste. « Je collectionne des choses qui mettent les gens mal à l'aise », disait-il un jour, et sa maison était un théâtre de malaise. Un crâne humain conservé était posé sur son bureau, ses orbites creuses fixant les visiteurs, tandis qu'une pièce consacrée à l'art de la mort présentait des sculptures réalisées à partir de cheveux et d'os humains. Pour Manson, ces artefacts étaient des extensions de sa personne, brouillant la frontière entre l'art et la pathologie. Sa collection était un reflet de sa musique, une symphonie de chaos et de beauté, où le grotesque devenait sublime. 15. L'héritage de Marlène Dietrich en soie et satin. Dans un appartement à Manhattan, la lumière du soleil filtrait à travers les stores vénitiens, illuminant des rangées de housses à vêtements et de malles remplis d'histoire. Marlène Dietrich, la femme fatale de l'Ange bleu, a conservé chaque costume de ses films, du smoking qu'elle portait dans Morocco à la robe pailletée de Shanghai Express. Sa collection comprenait des pièces de Christian Dior, Chanel et Hattie Carnegie, chacune conservée dans des conditions climatiques contrôlées pour éviter la dégradation. Dietrich traitait sa garde-robe comme des reliques sacrées, déclarant une fois « La mode est architecture, une armure pour l'âme ». Même dans ces années 70, elle refusa de se séparer d'un seul article, insistant pour que ses costumes se soient exposés dans des musées après sa mort. Ses robes taillées en biais des années 1930, conçues pour accentuer son allure androgyne, sont devenues des symboles de son style pionnier. Lorsque sa collection a été donnée à titre posthume, elle a révélé une femme qui comprenait son image comme une arme, un outil pour commander le pouvoir dans un monde d'hommes. Pour Dietrich, la mode était plus que du tissu. C'était un langage. Et sa collection, son lexique. 16. Marlon Brando, un rythme qui lui est propre. Au-delà de l'intensité sombre de Le Parrain et un tramway nommé Désir, Marlon Brando cachait un côté spirituel, imprégné de musique. Sa collection d'instruments, des congas, des guitares, des ukulélés et des kits de percussion révélait un homme qui trouvait du réconfort dans le rythme. L'amour de Brando pour la musique du monde a commencé lors de ses voyages dans les Caraïbes, où il s'est plongé dans les rythmes locaux, les intégrant plus tard dans ses moments de détente sur les plateaux de tournage. Il grattait un ukulélé entre les prises ou frappait des congas dans sa caravane, utilisant la musique comme une échappatoire méditative. Des amis se souviennent de son garage encombré de tambours congolais, sculptés à la main, et de guitares Martin Vintage, chaque pièce témoignant de sa quête de connexion culturelle. Pour Brando, ces instruments n'étaient pas juste des passe-temps. Ils étaient un langage, une manière de transcender l'isolement de la célébrité. Même dans ses dernières années, il s'asseyait pendant des heures à pincer des accords, sa voix douce et sans défense, un contraste frappant avec son intensité à l'écran. Sa collection devenait une symphonie privée, un rappel que sous la légende se cachait un homme en quête d'harmonie. 17. Mae West, un boudoir d'audace. Dans un Hollywood dominé par la féminité discrète, Mae West a bâti un empire sur la provocation, et sa maison en était le joyau. Sa collection de meubles et de décors sur mesure était un sanctuaire de son style assumé, avec un lit sculpté de motifs suggestifs, des plafonds en miroir qui sont devenus une légende hollywoodienne, et des murs ornés de ses propres costumes de film. Les pièces de West, conçues en collaboration avec des artisans, étaient autant de l'art que du mobilier. Une chaise longue en velours en forme de grandes lèvres rouges, une table basse en verre gravée de sa phrase fétiche « Pourquoi ne viens-tu pas me voir ?» Parfois, même ces miroirs, censés avoir été bénis par ses admirateurs, reflétaient sa croyance que le sex appeal est pour moitié qui vous êtes et pour moitié ce que les gens pensent que vous êtes. Sa garde-robe, méticuleusement préservée, incluait les robes à sequins de She Done Him Wrong et des costumes sur mesure défiant les normes de genre. Pour West, ces artefacts étaient une armure, une déclaration qu'elle contrôlerait son récit dans un monde qui cherchait à la dompter. Michael Jackson,
le royaume extraordinaire de Neverland. Du Neverland Ranch à sa propriété de Beverly Hills, le monde de Michael Jackson était un carnaval de l'extraordinaire. Sa collection d'animaux exotiques, notamment Bubbles, le chimpanzé qu'il traitait comme un fils, est devenu des symboles de son émerveillement enfantin et de son détachement de la réalité. Bubbles partageait les repas avec Jackson, assistait aux premières, et avait même sa propre chambre à Neverland, avec un lit à baldaquin. Au-delà des animaux, Jackson accumula un trésor de souvenirs, un gant incrusté de cristaux de l'époque Thriller, une réplique de la route de briques jaunes du magicien d'Oz et une statue de cire grandeur nature de Marilyn Monroe. Son parc d'attractions, équipé d'un carrousel et d'une grande roue, était un sanctuaire pour l'enfance perdue. Pourtant, sous la fantaisie se cachait une vérité poignante. Les collections de Jackson étaient des tentatives de reconstruire une enfance volée par la célébrité. Comme l'a noté un biographe, son monde était le reflet de sa psyché, à la fois terrain de jeu et prison. 19. Mickey Rooney, une vie sur les rails. Bien avant de devenir le chouchou de Hollywood et le jeune premier, Mickey Rooney trouvait du réconfort dans le monde miniature des trains jouets. Sa collection, comprenant des locomotives Lionel rares et des chemins de fer modélisés sur mesure, est devenue une obsession pour toute sa vie. Rooney a consacré toute une pièce à son empire ferroviaire, où des paysages complexes de montagnes, de tunnels et de villes s'étalaient sur des étagères. Il passait des heures à assembler des rails, à peindre des décors et à organiser des démonstrations élaborées pour ses amis, les yeux brillants du même enthousiasme qu'il apportait à l'écran. Même pendant les années difficiles, Rooney s'accrochait à ses trains, y voyant un lien avec un passé plus simple. « Ils sont mon évasion », a-t-il dit un jour. Après sa mort, sa collection, évaluée à plus d'1 million de dollars, a été vendue aux enchères, révélant un homme qui trouvait de la joie dans les détails méticuleux d'un monde qu'il pouvait contrôler. Pour Rooney, les rails étaient plus qu'un passe-temps. Ils étaient un lien vital avec les merveilles de l'enfance, un rappel que même dans le chaos de la célébrité, certains rêves ne déraillent jamais. 20. Orson Welles, la collection de nez. Derrière la grandeur de Citizen Kane se cachait une obsession particulière, la fixation d'Orson Welles sur les nez prothétiques. L'acteur-réalisateur, peu sûr de son nez naturel, collectionnait des prothèses élaborées pour ses rôles, les considérant comme des extensions artistiques de sa personnalité. Chaque nez était méticuleusement fabriqué, nommé et présenté lors de fêtes comme partie de ses tours de magie. La collection de Welles, qui comprenait des profils romains exagérés et des traits aquilins, reflétait ses insécurités théâtrales et son perfectionnisme. Il croyait que son vrai nez était trop petit pour l'écran, se souvenait un collaborateur. Alors il l'a transformé en un caractère. Son nez le plus célèbre, un accessoire bulbeux du procès, est devenu un symbole de son génie pour mélanger performance et illusion. Après sa mort, les nez ont été découverts dans des boîtes étiquetées. Un souvenir poignant d'un homme qui masquait ses vulnérabilités derrière de grandes façades. 21e. Ozzy Osbourne, le trésor du prince des ténèbres. Dans l'ombre des riffs tonitruants de Black Sabbath, Ozzy Osbourne a bâti un sanctuaire au cœur sombre du heavy metal. Sa collection de crânes, d'artefacts occultes et de grotesques accessoires de scène est devenue la marque de son personnage, le prince des ténèbres. Parmi ses trésors se trouvait une chauve-souris naturalisée, un clin d'œil à son célèbre incident de morsure de chauve-souris, un cercueil en fer du XIIIe siècle et une réplique de l'homme d'osier de The Ritual. La maison d'Osbourne, surnommée le Château, était un labyrinthe de reliques macabres, allant d'un squelette grandeur nature dans le salon à une collection de chaises électriques vintage. Ces objets n'étaient pas de simples décorations. Ils étaient des talismans de son héritage, cimentant son statut d'anti-héros ultime du rock. Comme il l'a dit une fois, « Je collectionne des choses qui font peur aux gens. » Son trésor, une fusion de théâtre et de transgression, reflétait le mélange de chaos et de catharsis de sa musique. 22. Peter Lorre, le musée morbide. Le charme sinistre de Peter Lorre, star de M, et s'étendait à sa vie privée,
où il organisait une galerie macabre de crânes, de masques mortuaires et de curiosités anatomiques. Sa collection, qui incluait selon la rumeur une réplique de son propre masque mortuaire, reflétait ses rôles à l'écran en tant que méchant tourmenté par les ténèbres. La fascination de Lore pour le grotesque était alimentée par sa lutte contre la dépendance à la morphine, qui avait commencé comme un soulagement de la douleur, mais avait approfondi son obsession pour la mortalité. Des amis décrivaient sa maison comme une chambre des horreurs, avec des crânes exposés sur des socles et des organes conservés dans des bocaux en verre. Pourtant, sous cette présentation macabre, se cachait un homme affrontant ses démons. Il collectionnait la mort pour la devancer, a déclaré un biographe. Ces artefacts, à la fois troublants et poignants, restent une fenêtre sur une psyché hantée par les rôles qu'il jouait et les ombres qu'il projetait. 23e. Vivien Leigh, un sanctuaire dans les pages. Au milieu du glamour d'Hollywood, Vivien Leigh a trouvé du réconfort dans le monde tranquille des livres rares. Sa collection de premières éditions, comprenant des œuvres de Shakespeare, Jane Austen et Charles Dickens, est devenue un sanctuaire privé. Leigh, qui a interprété Scarlett O'Hara et Blanche Dubois, annotait ses livres avec des notes manuscrites, révélant son trouble intérieur et sa profondeur intellectuelle. La lecture était mon évasion, confia-t-elle un jour. Son exemplaire des Odes Hurlevent, marqué de marginalia passionné, a été vendu aux enchères pour 150 000 $, offrant un aperçu de son esprit. La bibliothèque de Leigh contraste avec sa vie publique tumultueuse, soulignait sa conviction que les livres sont les amis les plus silencieux et les plus constants. Après sa mort, la collection a été dispersée, mais ses annotations restent un témoignage d'une femme qui cherchait refuge dans le pouvoir durable de la littérature. 24e. W.C. Fields. L'alcool étrange. Le génie comique de W.C. Fields, vedette de The Bank Dick, était aussi aigu que son excentricité hors écran. Sa collection d'articles sur le thème de l'alcool, de flasques originales, de verreries de bar vintage et de shakers à cocktails sur mesure est devenue une blague récurrente à Hollywood. Fields, un abstinent pendant la Prohibition, accumulait l'alcool et les accessoires de boissons avec ferveur, transformant sa maison en un bazar de boissons. Sa flasque préférée, en argent et en forme de canard, est devenue un accessoire de fête, tandis que son bar d'une valeur de 1 million de dollars comportait des vers gravés avec ses phrases fétiches. « Je n'ai jamais rencontré une boisson que je n'aimais pas », plaisantait-il, bien qu'il buvait rarement. Fields utilisait sa collection pour organiser des fêtes élaborées, où il jouait des sketchs avec son matériel de bar. Ces objets, à la fois absurdes et ingénieux, reflétaient sa philosophie comique, ne jamais donner une chance à un imbécile. Son trésor, témoignage de son humour et de sa théâtralité, reste un hommage à l'âge d'or de la malice à Hollywood.